Je suis ravie d'accueillir pour ce deuxième temps d'échange qui fait suite au premier Michel Poivert, professeur d'histoire de l'art contemporain et commissaire d'exposition, entre autres, beaucoup d'activités, et Anne-Lou Buzot, responsable du laboratoire de l'École nationale supérieure Louis Lumière, spécialiste des procédés entotypes et alternatifs, éditrice et photographe. Voilà, je vous laisse la parole sur la photographie et l'écosophie dont vous parlerez évidemment mieux que moi. Merci pour votre intervention et votre présence et vos éclairages. Merci beaucoup. Merci Fanny, merci pour cette invitation et je suis ravi de partager, c'est une table ronde ou carrée, je ne sais pas, avec Anne-Lou. Quand on a eu cette proposition de parler de photographie et écosophie, ça m'a semblé évident, enfin ça nous a semblé évident qu'il fallait à la fois porter une parole, je dirais, de recherche, d'expérimentation, à la fois dans le travail de l'historien contemporain, mais aussi par ceux qui y font. Hein. Donc ça sera un petit exposé de ma part avec quelques exemples, et puis ensuite Anne-Lou vous fera part de ses travaux. Peut-être juste un petit point, puisque la table ronde qui nous a précédé était vraiment liée à des questions éco-artistiques, vous l'avez compris, extrêmement pragmatiques et fondamentales. Le terme que l'on emploie ensemble d'écosophie est un petit peu différent, il est plus large. Ce terme a été surtout activé par la pensée du philosophe et psychanalyste Félix Guattari à partir des années 1990. C'est une pensée qui finalement s'est construite contre la restriction de l'écologie à la question de l'environnement, à une proposition transversaliste, disait Guattari, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser les problématiques d'environnement sans engager une écologie du politique et une écologie du sensible et notamment de la refonte des formes de subjectivité. Donc cette approche, elle est extrêmement large, elle a été nourrie depuis maintenant une trentaine d'années. Pour vous donner une idée, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'un grand colloque s'était tenu à Versailles par des collègues universitaires de différents pays d'ailleurs sur l'art et l'écosophie, qui d'ailleurs a cheminé, une pensée qui a cheminé, qui donnera lieu très prochainement enfin à un dictionnaire sur l'art et l'écosophie dans lequel j'ai pu réaliser une petite notice sur la photographie justement, donc elle n'est pas oubliée. Alors la question de cette transversalité, elle engage bien sûr les formes artistiques dans leur grande diversité. Et la question de la photographie, finalement, n'avait pas été véritablement posée jusqu'à présent. C'est-à-dire que si on peut tout à fait imaginer que les artistes photographes participent à la construction des imaginaires au sens large de nos formes artistiques, ils sont aussi engagés dans des pratiques, dans des techniques qui entretiennent un dialogue assez singulier, je crois, avec cette vision écosophique, donc encore une fois transversaliste. Alors, je m'y suis intéressé, Fanny disait depuis quelques années, c'est vrai que ça remonte à 2, 3, 4 ans maintenant, à travers une enquête beaucoup plus large sur les formes anti-hégémoniques de la création photographique aujourd'hui, ce que j'appelle les contre-cultures. Et parmi ces formes contre-culturelles de la photographie, certaines, si ce n'est toutes, mais en tout cas certaines de manière peut-être plus exemplaire ou emblématique en tout cas, semblaient être fondatrices des enjeux écosophiques pour la photographie. Ces formes-là, encore une fois peut-être les plus emblématiques, sont celles qui font l'économie, au sens propre du terme, de moyens techniques sophistiqués qui font donc appel à des approches plus archaïsantes, mais qui font aussi appel ou mobilisent une histoire des procédés, par exemple, avec des recherches qui sont dans ce que j'appelle maintenant la culture anténumérique, hein, c'est-à-dire une culture qui s'est constituée à partir des connaissances et des formes de procédés qui ont précédé la révolution numérique. Alors, la révolution numérique, elle a 25 ans pour la photographie. Par parenthèse, c'est essentiellement dans le milieu de la photographie qu'il y a eu un vrai débat théorique autour de la question de l'obsolescence. Cette question s'est très peu posée dans les autres univers. En tout cas, certains univers y ont répondu différemment. Le monde du son et de la musique a eu une réponse immédiate à la question de la numérisation, puisque on peut dire que la numérisation dans le domaine de la musique a engagé la première avant-garde immédiate, avec tout le travail autour de la platine notamment et de la repensée de la technique du vinyle et du médium vinylique et analogique.
La photographie, elle a aussi pensé d'une manière beaucoup plus, je dirais, ponctuée, voire ponctuelle, cette question de sa culture analogique. Elle a concédé à devenir ce que les sociologues appellent un médium résiduel, puisque, on va dire que la question de l'image, dans laquelle on a fondu la photographie avec la culture numérique à la fin des années 1990, a engagé la photographie avec ses process, sa culture, son histoire, dans une autre perspective qui, je crois, est restée longtemps invisible. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce livre il y a quelques années. Longtemps invisible, mais extrêmement présente, parce qu'elle active justement des questions qui n'étaient absolument pas d'actualité. Et ça, c'est très intéressant, c'est qu'il y a une pensée, une pratique, une interrogation du médium photographique depuis quelques années, qui, je crois, est d'une troublante actualité à travers la question écosophique et qui a été totalement rendue invisible par la culture du numérique. L'hybridation des techniques, on le sait, est quasiment quotidienne dans les pratiques photographiques, mais il y a un lieu qu'on connaît bien ici, qui est le monde de la création contemporaine, et notamment de la photographie contemporaine, qui a été, je dirais, le lieu de la pensée contre-culturelle en photographie. La question du tirage, la question d'exposition, on en a parlé, la question des savoir-faire, la question des process, l'interrogation du médium lui-même, sont des phénomènes qui ont été pensés à partir, situés dans le monde de la création de la photographie contemporaine. Ça semblait finalement assez peu visible, alors qu'en réalité, tout ce qui avait été balayé et rendu invisible, c'est-à-dire la tangibilité, la matérialité, toutes ces questions-là, en fait, étaient en permanence repensées. Et il y a quelque chose que j'appelle avec les théoriciens de l'architecture ou de l'urbanisme aujourd'hui, quelque chose qui appartient à une forme d'histoire très contemporaine que j'appellerais la régénération. La photographie écosophique, la photographie qui travaille la question écosophique, c'est aussi une photographie qui travaille à sa régénération, comme le fait aujourd'hui, par exemple, le cinéma expérimental, la musique, l'architecture et l'urbanisme. Penser l'analogique, c'est penser la tangibilité en photographie, c'est penser les savoir-faire, c'est penser l'expérimentation, c'est penser aussi les enjeux de l'écologie tels qu'on les a discutés dans la table ronde précédente. C'est-à-dire penser la convivialité, au sens d'Ivan Illich, c'est-à-dire le convivialisme, c'est comment une technique est stoppée au moment où elle devient toxique. C'est aussi penser un rapport à l'histoire. Ça me semble extrêmement important. La photographie et l'écosophie, c'est aussi une pensée historique. C'est-à-dire un médium qui, en interrogeant sa technique, est capable de traduire des connaissances historiques en phénomènes d'actualité. On parlera de l'ontotypie tout à l'heure ou d'autres formes, mais ça me semble tout à fait important. Mais plus fondamentalement encore, je crois que si la photographie et l'écosophie ont à voir ensemble, si elles se pensent ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'il y a là la capacité à régénérer aussi les imaginaires. C'est autour de cette question que je voudrais vous présenter 3 exemples. Alors, c'est extrêmement difficile de donner des exemples d'artistes très contemporain ou au travail, on va le voir. J'ai donc choisi quelque chose qui n'est pas arbitraire. J'ai pris les 3 derniers artistes sur lesquels je viens de travailler à travers des contributions ou des échanges. Donc ils sont, j'allais dire, pas spécialement emblématiques, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est ceux avec lesquels des échanges ont été produits ces dernières semaines, voire ces derniers mois. J'ai choisi donc 3 axes qui me semblent être incarnés par ces artistes. La première, c'est Almudena Romero, qui est actuellement en résidence à Toulouse avec nos amis, je suis parrain d'honneur des résidences 1+2, donc je peux dire nous. Donc on a travaillé avec Almudena Romero donc à son projet il y a encore un mois, et puis les éditions Filigrane produiront un ouvrage à l'automne avec l'exposition qui aura lieu. Alors ce que je vais vous montrer d'Almudena Romero, ce sont des travaux en cours, et ce qui m'intéresse vraiment dans la proposition qu'elle nous fait cette année, c'est le parti pris de la désanthropisation. Alors la désanthropisation, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le travail de l'artiste, le regard du photographe n'est plus un regard omniscient, mais qu'il va falloir apprendre à penser la représentation à partir des autres et laisser les autres devenir acteurs et artistes.
Désanthropiser, dans le cas d'Almudena Romero, c'est de travailler sur la question des plantes et des fleurs, mais en les considérant pour en mettre fin à ce que les anthropologues ont appelé depuis longtemps la cécité des plantes, c'est-à-dire que l'homme ne reconnaît pas la plante comme individu. Et bien, pour en finir avec la cécité des plantes, c'est les donner à voir, à ressentir, au sens de tous les sens, dans une installation qu'elle proposera à la chapelle des Cordeliers au mois d'octobre prochain. Donc, ce projet qui s'intitule The Museum of Plant Art, le musée des plantes artistes, consiste, alors ce sont des travaux, consiste avec la collaboration des scientifiques de différents laboratoires du CNRS à aller chercher dans les fleurs et dans les plantes toutes les informations qui nous montrent comment les fleurs et les plantes créent, inventent des formes de désir pour répondre à des besoins qui sont notamment ceux de la pollinisation. Il ne s'agit plus de traiter les plantes et les fleurs comme des sujets, mais bien des sujets à iconographier, mais bien à essayer de les comprendre, et l'installation bien sûr donnera à sentir aussi, et elle est considérée véritablement comme des créatrices, avec des formes de langage, avec des formes de subjectivité qui s'expriment dans le cadre de leur écosystème. Alors, elle travaille avec des scientifiques de la pollinisation, notamment des travaux au microscope avec des filtres permettent d'essayer d'observer et de comprendre la richesse, les métamorphoses de tous ces phénomènes biologiques et botaniques. Et la désanthropisation vient vraiment du fait qu'il ne s'agit plus de travailler quelque chose qui serait de l'ordre de la délectation des formes, mais plutôt de leur compréhension et de les laisser venir à nous, nous séduire, nous mettre en lien et peut-être réparer cette fameuse cécité des plantes qui fait que, à la différence d'un animal que nous croisons dans les bois, nous écrasons les plantes sans faire attention même à leur présence. La cécité des plantes est probablement une des grandes causes à réparer de la question écosophique. Alors, Almudena travaille bien sûr en ce moment à tout cela. L'installation, je ne vais bien sûr pas vous la dévoiler, mais elle sera tout à fait surprenante. Et le projet qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle associera à l'exposition un répertoire de toutes ces plantes, exactement comme on le fait pour un répertoire d'artistes. Le musée des plantes artistes sera véritablement une consécration de la plante comme artiste. Par parenthèse, et parce qu'il y a toujours une dimension fortement conceptuelle chez Almudena, elle part d'un exercice proposé par John Baldassari en 1970 qui demandait que peut faire l'art des plantes et que peuvent les plantes faire à l'art, si je puis dire, traduire ça très, très mal. Donc ça, c'est ce premier axe qui est pour moi absolument fondamental quand on travaille aujourd'hui la photographie dans une perspective écosophique, c'est cette désanthropisation. Fini l'autorité du regard, fini la lecture et la grammaire qui vient simplement de la culture humaine, mais ouverture d'esprit maximale pour rentrer dans des phénomènes de compréhension du partage qui peuvent être visuels, mais pas seulement. Parce qu'il y a derrière ça aussi une déconsécralisation de ce qu'on pourrait appeler l'oculocentrisme. Bon, donc la matière, les senteurs, tout ça, c'est ce que tous les amateurs de tirage photographique aiment ressentir. Deuxième exemple avec Alice Palot, qui avait été également une des résidentes de 1+2 l'année dernière et qui sort là ces jours-ci Algues maudites, un Sea of Tears chez nos amis d'Area Books et qui expose en ce moment au hangar où j'irai faire à Bruxelles, où j'irai faire une conférence samedi. Elle termine son exposition et avec Alice Palot s'est engagée une autre forme qui me semble tout à fait passionnante dans le rapport entre la photographie et l'écosophie, c'est ce que j'appellerais les fables écosophiques. Alors c'est quoi une fable écosophique ? Eh bien pour l'imaginer, il faut comprendre quel a été le projet originel d'Alice. En fait, elle a travaillé sur le phénomène d'eutrophisation qu'on connaît bien à travers le cas des algues vertes en Bretagne. Donc elle est allée en Bretagne, elle a documenté les travaux et la militance des écologistes pour essayer non seulement de comprendre,
de donner à voir, ce qui est assez compliqué pour des raisons de contrôle politique, ce qui se passe véritablement avec les algues vertes. Donc cette eutrophisation, qui est un mot savant, mais qui est un mot assez terrible, puisqu'il signifie fertilisation non consentie. Cette fertilisation non consentie de la mer et des plages fait que vous avez ces amalgames et ces surcroissances d'algues. Elles finissent par se superposer, pourrir et dégager du soufre dont vous savez qu'il est mortel. Donc elle a pu réussir à faire des prélèvements, revenir à Toulouse auprès des laboratoires des scientifiques, travailler sur ces prélèvements, associer certaines de ces bactéries à des papiers photographiques, voir comment cela réagissait, faire du film, faire des expériences, présenter des boîtes de pétri dans toute une installation. Et cette histoire qu'elle raconte avec des images, eh bien c'est une fable, c'est-à-dire qu'elle va transformer les personnages dans une espèce d'esthétique un peu rétro-futuriste, où on les voit avancer sur une planète verte dans laquelle les prélèvements ont eu lieu et donnent lieu à ces représentations. Alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces représentations que vous voyez sont pleines de vie, sans les humains. Pour une raison très simple, c'est que la vie qui se développe dans les concentrations d'algues vertes, ce sont des vies qui sont en milieu anoxique, c'est-à-dire sans oxygène. Et la leçon qu'il y a à tirer du travail d'Alice, c'est que derrière cette fable, il est très clair que la vie va continuer, même sans oxygène, et donc sans nous. Et ce merveilleux scientifique, si je puis dire, est quelque chose qui est extrêmement troublant. Et le troisième exemple dans lequel je viens de rendre une petite contribution de préface, c'est le tout prochain livre de Manon Langouer, qui avait été aussi une des résidentes d'Ins+2. C'est la question de l'image spectrale, qui pour moi est un axe majeur dans la compréhension de la photographie et de l'écosophie. Alors le projet de Manon, plus qu'un projet, la réalisation, vous avez pu voir peut-être au Salon Approche l'année dernière son exposition, a consisté à étudier l'état de pollution des mers, des océans. C'est un travail qui a été fait par d'autres manières, hein. Mais elle a fait une proposition qui est tout à fait singulière, puisqu'elle a décidé de présenter ce qui pourrait être finalement une espèce en soi, c'est-à-dire les polluants. De consacrer les polluants, c'est-à-dire les morceaux de plastique, les différentes, voyez, de les transformer en êtres qu'on pourrait presque reconnaître comme des diatomées, et de faire de cette transmutation une nouvelle espèce. Mais ce qui est très intéressant, c'est le caractère spectral de ce travail photographique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le caractère spectral? C'est assez simple. C'est qu'en fait, elle a choisi de reprendre le modèle des fiches botaniques d'Anna Atkins au tout début des débuts de la photographie dans les années 1850. Anna Atkins était cette grande photographe et savante qui avait réalisé ses répertoires botaniques en cyanotype. Et là, en reprenant finalement cette idée, l'artiste Manon Langouer va réactiver une histoire de la photographie, la replonger dans notre présent, la ramener dans notre présent comme des spectres qui reviendraient pour nous dire, eh bien voilà, il s'agit désormais d'une véritable nouvelle science à laquelle nous allons devoir nous accoutumer, qui est la science d'une espèce, qui s'appelle les déchets. Alors, ces trois exemples, ils sont à la fois des expériences esthétiques, mais ils participent d'un renouvellement des imaginaires. Avec les cyanotypes, avec les expériences olfactives d'Almudena, ou bien avec la fable d'Alice Palot, on assiste à des nouvelles modalités de construction de l'imaginaire, de nos imaginaires, mais aussi, et en tant qu'historien de la photographie, c'est ce qui me passionne, aussi une régénération de la photographie à travers une culture de l'analogique, du récit et du rapport de l'homme à sa vision. Alors, tout cela est extrêmement ouvert, extrêmement passionnant, engage ce que j'appellerais, c'est l'axe transversal sur lequel je travaille dans mon laboratoire, quelque chose que j'appelle de mes voeux aujourd'hui, qui serait les études analogiques, c'est-à-dire comprendre le monde de l'analogique comme étant, au même titre que d'autres, un univers en soi, une culture qui serait le pendant, une des formes de réparation de l'homo numericus. Mais, heureusement, les artistes ne cessent d'expérimenter et c'est à nous maintenant qui va nous parler de comment non seulement elle expérimente, mais comment elle transmet, parce qu'il y a un dernier levier
fondamentale de l'écosophie dans sa dimension politique et psychologique. C'est la question du partage et de l'être ensemble qui peut donc se nourrir de tout type de pratiques photographiques. Merci. Oui, alors du coup, je vais vous parler un peu de phytotypie. Alors je ne sais pas si certains sont familiers déjà de ces procédés-là. C'est des procédés qui effectivement ont été inventés au tout début de la photographie, autour de 1840, 1842, et en fait qui ont été abandonnés assez rapidement parce qu'on n'arrivait pas à fixer l'image à l'époque. Et donc la photographie est définie depuis le début par sa capacité à fixer un instant. Et dès lors que cet instant n'est pas fixé, on ne considère pas que c'est de la photographie. Ou en tout cas que c'est pas suffisamment abouti et ça c'est considéré comme de la photographie primitive. Donc voilà, là du coup je fais un aller-retour effectivement avec l'histoire de la photographie. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à ces techniques-là, grâce à Jean-Paul Gandolfo qui est dans la salle. Et en fait, c'est donc, on parle généralement d'anthotypie, c'est plus connu. Anthos, c'est la fleur, typose donc l'empreinte, donc c'est une empreinte à partir de la fleur. La phytotypie, c'est un peu plus général parce qu'on peut utiliser aussi les feuilles, les racines, etc., les fruits. Donc voilà, la phytotypie, ça englobe un peu tous les procédés photographiques à base de plantes. Et donc concrètement, ces procédés, on va extraire les colorants des plantes diverses et variées, les colorants ou les tanins, et on va utiliser ces matières premières pour faire des images directement. Donc j'ai commencé mes recherches il y a une dizaine d'années au Jardin conservatoire de plantes tinctoriales, parce qu'il faut savoir que c'est un domaine de recherche qui n'est que très peu exploré en photographie. Et donc les ressources sont plutôt du côté de la teinture végétale ou des encres végétales, etc. Et donc je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau des couleurs, mais voilà, ça fait partie de mes premiers tests, donc il y a une dizaine d'années. Le principe de ces procédés, c'est donc qu'on extrait donc les colorants, on sensibilise du papier qui n'est pas sensible à la lumière à l'origine, à partir de ces colorants, et ensuite on va exposer à la lumière du jour pendant très longtemps. Parfois ça va être rapide entre guillemets, c'est-à-dire c'est 1 ou 2 journées d'exposition. Des fois c'est 5 semaines d'exposition au soleil pour que l'image apparaisse. Donc là, la plupart des expérimentations que j'ai faites, il y a juste un masque noir qui va venir occulter la lumière et voilà, laisser une partie du papier apparente, ce qui permet de tester simplement le principe de photosensibilité. Et après, j'ai fait différentes expérimentations sur des mélanges de colorants ou ce genre de choses, avec à l'origine pour ambition de fixer ces images, ce qu'il n'avait pas réussi à faire donc au tout début. C'est toujours une de mes pistes de recherche, mais en fait ce qu'il faut voir aussi avec ces procédés-là, et ce qui est très intéressant d'un point de vue écologique et conceptuel aussi au-delà, c'est que ces images, elles disparaissent. Et en fait on vit dans un monde qui est déjà saturé d'images, et on continue à en produire toujours plus grandes, effectivement, et ça pose des réels problèmes au niveau de l'impact environnemental. Alors que là, finalement, on va cultiver les plantes dont on va avoir besoin pour faire les images. On va prélever des petites quantités et on va faire des images qui vont disparaître si on n'arrive pas à les fixer. Et en fait, il y a quelque chose de très beau et de très fort dans cette disparition qui est d'accepter la finitude de l'image, d'accepter aussi notre propre finitude au-delà, dans un monde où on a tendance à vouloir toujours tout conserver. En tout cas dans les mentalités, on va dire, occidentales, de manière plus générale. Et c'est vrai que dans la table ronde précédente, ont été évoquées les problématiques de conservation. Effectivement, il y a des images qui nécessitent le respect de normes très contraignantes et qui ont un impact énorme. Et en fait, ça pose une question pour moi qui va au-delà, qui est en fait, comment on choisit quelles images vont être conservées dans ces conditions-là, qui choisit, pourquoi, pour quelles raisons. Est-ce que toutes les images doivent être conservées dans des espèces de bunkers réfrigérés, ou est-ce qu'on peut accepter la disparition de certaines images?
Donc là, bon, c'est un cas extrême, on va dire la phytotypie, puisque les images vont effectivement disparaître et elles vont mettre potentiellement autant de temps à disparaître qu'elles ont mis à apparaître. Donc moi je trouve ça très fort symboliquement. Juste une parenthèse pour jouer vraiment le rôle de l'historien, ça dure 30 secondes, pour dire quand même que l'anthotypie est inventée par une femme, Mary Somerville, une grande savante écossaise, et que quand elle a envoyé à John Herschel, le grand savant, ses résultats, justement, il a dit, à partir du moment où on ne peut pas fixer, on ne peut pas conserver cette invention. Et ça raconte beaucoup de choses sur, finalement, le paradigme de pensée qui était celui de l'empreinte et de l'imprimerie. Et d'une certaine manière, tu remontes toute l'histoire pour la redéfiler d'une autre manière. Exactement. En fait, là, c'est vraiment changer de paradigme pour la photographie. La photographie a toujours été définie par cette capacité à fixer l'image et on est toujours obsédé par ça actuellement, à vouloir conserver les images au maximum, ce qui est très important. Mais en fait, là, moi, je renverse complètement les choses en interrogeant, en fait, est-ce qu'on ne peut pas accepter la disparition de certaines images, tout en essayant quand même, à travers mes recherches, de fixer ces images anthotypiques. C'est une partie. Donc là, c'est une des premières expérimentations que j'ai faites justement il y a une dizaine d'années. Et c'est le premier procédé que j'ai réussi à fixer, donc à partir du cosmos sulfureux. Et donc ce que vous voyez ici, c'est la partie masquée. L'autre partie est donc exposée à la lumière et les colorants disparaissent et sont détruits en fait par les UV. Donc ça s'éclaircit. Et ensuite, les petits échantillons en dessous, c'est des échantillons que j'ai fixés. Donc l'enjeu aussi de fixer les échantillons, c'est qu'il ne faut pas utiliser des produits nocifs pour l'environnement, sinon ça annule complètement les bénéfices de ces procédés. Donc voilà, il y a cet enjeu-là. Et donc j'ai fixé ces échantillons et ensuite j'ai réexposé donc autant de temps que la première fois, juste ces parties-là, et en fait ça n'a pas bougé ou très très peu. Donc ça c'est le tout premier procédé que j'ai réussi à fixer en 2013. Le deuxième procédé que j'ai inventé, c'est à partir du kaki. Donc le kaki, je l'utilise en fait quand il est encore vert. Et c'est pour le coup un fruit très très riche en tanins, surtout quand il n'est pas mûr. Et là, pour le coup, les tanins foncent à la lumière. Donc là, on a la partie masquée à gauche, toujours. Et à droite, c'est la partie exposée, donc qui a foncé. Et ensuite, je me suis inspirée là des méthodes pour les encres médiévales. Les encres noires au Moyen-Âge étaient fabriquées à partir de tanins végétaux et de sel de fer, donc de sulfate de fer ou autre. Et en fait, ça permettait d'avoir du noir. Donc moi, je me suis dit, je vais essayer d'appliquer ça après exposition. Donc j'ai essayé. La première fois que j'ai mis du sulfate de fer, tout est devenu noir. Donc je me suis dit, c'est un peu dommage, j'ai mon image qui a disparu. Et donc j'ai essayé par des réactions chimiques, toujours à partir de produits naturels, de faire un dépouillement, si on peut appeler ça comme ça, pour faire réapparaître l'image, ce qui a fonctionné. Et donc j'ai réussi à créer ce premier procédé, fixé aussi en théorie. Dans la pratique, pas encore tout à fait. Mais voilà, donc ça je passe rapidement dessus, mais c'est un peu le process de broyage et d'extraction du jus de kaki vert. Et les toutes premières améliorations de ce procédé en 2013, les premiers photogrammes, fidèles à l'histoire de la photographie aussi. Et ensuite, première image que j'ai réalisée l'année d'après, parce que c'est aussi des recherches qui sont saisonnières. Je dépends des matières premières qui elles-mêmes dépendent des saisons. Donc voilà, ça implique une temporalité au long cours et concrètement, vu toutes les pistes de recherche, je pense que j'en ai pour ma vie entière. Donc voilà, ça c'était l'été d'après et je me suis un peu acharnée sur ce procédé de la kakitypie parce que je l'ai baptisé ainsi. Donc empreinte à partir de kaki. Et j'ai fait un carnet de recherche un peu plus global en faisant varier différents paramètres de traitement, d'exposition, etc. Et donc cette année, j'ai la chance de pouvoir bénéficier d'une résidence d'artiste recherche-création
grâce au Collège international de photographie du Grand Paris et à la Fondation Neuflitz OBC. Et donc, concrètement, j'ai une résidence dans le jardin de la Fondation, de la banque Neuflitz. Donc j'ai planté du cosmos sulfureux, il ressemble à ça actuellement, donc je dois attendre que le cosmos pousse pour pouvoir faire des tirages, mais ça revient aussi à ce qu'on disait, ce que les autres intervenants disaient dans la table ronde précédente. En fait, là on change de temporalité complètement, aussi au niveau de la création. On n'est plus seul décideur, on travaille avec les plantes et elles ont leur propre temporalité. Donc voilà, ça c'est le cadre un peu de mes recherches avec diverses récoltes de plantes et les châssis presses dans lesquels sont exposés donc, les échantillons. Donc voilà, le processus d'extraction, donc ça fait partie des pistes de recherche. Je fais varier les solvants ou des choses comme ça. Et ça donne des choses plus ou moins réussies à chaque fois. Et donc les pistes de recherche sont assez nombreuses. Il y a déjà testé la photosensibilité de beaucoup de plantes qui est assez infinie en soi. Ensuite, comparer différentes méthodes d'extraction, donc tenter de fixer ces phytotypes avec des traitements écologiques évidemment. Varier les supports et les liants aussi pour créer en fait tout un nouveau vocabulaire photographique. Créer des images en couleur, parce que c'était l'ambition à l'origine de ces recherches en 1840-1842, c'était de créer des images en couleur positives directes. N'arrivant pas à fixer, ils n'arrivaient pas à créer des images donc, en couleur, mais voilà, ça fait partie des recherches et j'espère réussir. Et donc ensuite, autre piste de recherche, donc là qui est plus en termes de conservation finalement, d'étudier le vieillissement naturel des phytotypes. Et toutes ces réflexions en fait, sur la phytotypie m'ont amené aussi à considérer l'utilisation des plantes dans la photographie argentique traditionnelle, puisque j'enseigne aussi donc, à l'École nationale supérieure Louis Lumière. J'enseigne l'argentique noir et blanc et les procédés, on va dire, historiques, qui sont pas toujours hyper vertueux du point de vue de l'écologie. Donc évidemment, on met en place des solutions pour recycler, pour avoir un impact moindre sur l'environnement. Mais du coup, voilà, l'idée là, c'est de chercher des développateurs et donc de pouvoir créer des révélateurs à base de plantes qui existent en partie déjà. Il y a des révélateurs au café, qui sont donc la formulation au cafénol, assez connue, mais voilà, on a réfléchi. Et donc j'ai associé mes étudiants à ces recherches. Donc pour revenir sur l'idée de la transmission, pour moi c'est vraiment très très important, au-delà de mes propres recherches, de partager ces recherches et de sensibiliser le public, que ce soit mes étudiants qui sont déjà un public, on va dire, acquis à la cause écologique, puisque ces générations-là, ils sont très sensibles. Et donc là, voilà, j'ai pu les associer à ces recherches en leur proposant, donc, dans le cadre d'une option qu'on a sur les procédés, de travailler donc, sur les procédés végétaux. Et donc, il y a eu différents groupes de recherche. Donc là, je présente leurs recherches qui sont vraiment en cours. Rien n'est encore finalisé. Mais donc, un premier trinôme a travaillé sur la comparaison de l'extraction de différents colorants à partir de différents solvants, donc eau, éthanol plus acide citrique, acétone, pour voir à quel point le solvant permettait d'extraire plus ou moins le colorant et aussi voir l'impact sur le résultat une fois exposé. Donc voilà, c'est encore en cours toujours, mais c'est très intéressant. Donc à gauche, à chaque fois, vous avez les parties masquées. Là, c'est un autre groupe donc, qui a travaillé eux, sur l'utilisation de biomordants pour fixer les phytotypes obtenus. Donc, les biomordants, c'est un concept utilisé en teinture végétale où au lieu de mordants, on va dire de sel métallique, en fait, on va utiliser des mordants naturels, donc à partir de plantes aussi. Donc là, ils ont fait des premiers tests. Donc là, ce que vous voyez, c'est les échantillons donc, exposés. Et ensuite, et c'est encore en cours, donc j'ai pas encore d'image, mais ils ont appliqué des biomordants, donc en l'occurrence des feuilles d'oseille, de blettes ou des fraises, pour essayer de fixer ces images, en tout cas ces différences de densité.
Et le troisième groupe donc, a travaillé sur les révélateurs à partir de plantes. Et donc, voilà, je les ai mis un peu sur la piste en leur disant voilà, les exigences qu'on avait pour créer des développateurs argentiques. Bon, concrètement, il faut des groupements hydroxyles en position ortho ou para, ça ne va pas parler à grand monde, mais c'est des conditions moléculaires essentielles. Et donc, voilà, ils se sont inspirés des molécules qu'on trouve dans les plantes pour identifier les plantes utilisables. Et ils ont travaillé notamment à partir de la sauge. Donc, c'est une photo de sauge développée à partir d'un révélateur, à partir de feuilles de sauge macérées, etc. Et donc, voilà, ils ont en plus fait pas mal de recherches plus poussées en faisant un comparatif entre différentes plantes, différentes formulations, etc. Donc, c'est très, très intéressant. Et j'ai la chance d'être dans cette position de pouvoir stimuler ces recherches-là, et créer quelque part voilà, un élan d'intérêt et de recherche vers ces procédés végétaux et vers des pratiques plus éco-responsables, à la fois en photographie argentique et vers d'autres procédés qui, pour revenir à la phytotypie, elle ne va pas remplacer, et j'en ai bien conscience, l'impression jet d'encre et les procédés, on va dire, plus courants. Mais par contre, le simple fait que ces procédés-là existent et soient visibles actuellement dans le champ de la création questionne le reste. En fait, ça suffit à questionner l'impact qu'on peut avoir. Et c'est des procédés qui sont... Et là, j'ai fait le choix d'ailleurs de ne pas parler de projets de création spécifiques, mais de parler vraiment des recherches. Parce que l'idée, c'est de créer un vocabulaire esthétique, visuel, dont les artistes peuvent s'emparer, parce que ces procédés-là peuvent donner du sens à des projets et entrer en complète harmonie avec voilà, un discours artistique par ailleurs. Voilà. Je ne sais pas si tu veux... Merci à nous. Non, je crois que tu nous as fait partager vraiment des choses qui sont en train de se faire, et c'est ça qui est précieux. Non, peut-être juste une question plus large, c'est-à-dire que tu parlais de la sensibilité des étudiants que nous n'avons pas les mêmes. Toi, ce sont des praticiens, moi, ce sont des historiens d'art. Et c'est vrai que on voit des générations qui arrivent, qui sont des digital natives, donc qui vivent dans le monde numérique, mais pour lesquels il y a véritablement une passion, une curiosité, même plus qu'une curiosité, pour la manipulation, la tangibilité, la matière, l'expérimentation. Au laboratoire, ça se voit comment? Enfin, est-ce qu'il faut beaucoup les pousser, ou au contraire Non, ils sont très impliqués. Ils sont très impliqués. Et là, sur ce module de recherche, ils sont vraiment... ils ont vraiment adoré. Ça leur a permis d'explorer des choses aussi. C'est très valorisant, qui n'avaient pas été explorées forcément en amont. Et donc, forcément, comme c'est un domaine très vaste, où il y a encore beaucoup de choses à inventer. Dès qu'on cherche, on trouve des choses. Donc pour des étudiants, c'est extrêmement valorisant. Et ils ont cette appétence pour un retour à la matérialité. Après, tous ne sont pas... certains arrivent à l'école en n'ayant fait que de la photographie argentique en amont. Donc leur bain civilisationnel, voilà. C'est ça. Oui, non, mais c'est tout à fait passionnant, parce que cet appétit, cette curiosité, elle nous enseigne une chose qui n'est pas toujours facile à penser, hein, c'est que même si l'idée de futur s'est évanouie depuis longtemps, il y a quand même cette autre façon d'innover, qui est de penser autrement. Et je me rappelle qu'une fois, quand je parlais des procédés analogiques dans un autre endroit, une personne s'était levée et m'avait dit « Vous êtes un nostalgique ». Et premièrement, la nostalgie, quelque chose qu'on n'a pas connu, ça n'existe pas. Et puis je lui dis, écoutez, descendez dans la rue, arrêtez le premier cycliste et demandez-lui s'il fait du vélo par nostalgie ou pour se concevoir comme quelqu'un qui fait moins bien que les SUV. Non, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser le temps et la flèche du temps autour de la question du progrès et du capitalisme morbide, mais qu'il faut vraiment penser des cycles
Des cycles de saison, on en a beaucoup parlé, des cycles de vie, des cycles de temps. Et tant qu'on ne sera pas sorti de l'idéologie du progrès, nous serons là où nous sommes, dans des minorités réagissantes. Merci. Merci.